Donc, quid, quand un haut fonctionnaire, enfin, un management, c'est ça, privé-public, si l'expression est bonne, excusez-moi, bascule du public au privé, est-ce qu'il transfère des données, en fait, qui sont censées être confidentielles et qui doivent rester dans la fonction publique? La deuxième remarque, c'est la justice. Voilà, quand il y a ça, parce que c'est quand même des deniers publics, c'est notre argent, et moi je veux comprendre comment se fait-il que l'argent du contribuable passe en fait dans des cabinets de conseil comme McKinsey, alors que normalement on a des fonctionnaires, des très hauts fonctionnaires qui sortent de l'ENA et qui ont aussi une formation certainement et peut-être même plus poussée que ces gens-là, qui pouvaient très bien faire le boulot en fait que l'on donne à ces cabinets de conseil. C'est pas pour rien que le privé cherche à recruter des hauts fonctionnaires. Alors, on a essayé de creuser un petit peu la question parce que souvent c'est un peu dit sur le mode de l'évidence. Nous on se demandait alors qu'est-ce qu'ils vont chercher exactement en fait. Alors ça mériterait d'être encore creusé bien sûr. Mais il y a un moment donné, le pantouflage a évolué dans les 30 dernières années. Le pantouflage, ça pouvait avant, c'était dans des domaines un peu stratégiques, des entreprises de commande publique, la banque, la défense, etc. De plus en plus, ce qui est visé, c'est le pôle public en soi. Pourquoi? Parce que l'État, c'est devenu un régulateur, je résume à grand trait, c'est devenu un régulateur des intérêts privés. Et donc, le privé vise tous azimuts les hauts fonctionnaires. Et ce qu'ils viennent chercher, c'est très souvent un carnet d'adresse, donc des contacts au sein de l'administration publique. Et alors, vous allez me dire, oui, mais avant j'ai dit qu'ils tournaient tous les 2-3 ans, donc finalement, ces contacts, ils ne sont pas pérennes. Mais en réalité, quand on est arrivé à ce niveau-là de la noblesse managériale publique-privée, les contacts, on en a de multiples. Et même si le type n'est plus à tel endroit, il sera dans un autre endroit très bien placé également. On cherche également des savoir-faire, comment jouer, court-circuiter les syndicats, par quelle voie pénétrer dans tel service, par des niches fiscales par exemple, des petits secrets d'initiés comme ça qu'on va réussir à obtenir. Et sur l'argent du contribuable, je vais vous raconter une histoire que j'ai pu rencontrer, c'est il y a un petit moment maintenant, mais ça existe encore, c'est quand je faisais ma thèse. Il y a au sein des grands corps de l'État, et notamment, moi j'ai étudié ingénieur du corps des mines et surtout ingénieur du corps des ponts et chaussées. Par exemple, je prends l'exemple du corps des mines, qui donc le corps, c'est un grand corps de l'État. Les mines, le corps des mines, il recrutait historiquement à la botte, donc les meilleurs élèves de l'école polytechnique, donc les plus haut placés. Donc on a au sein de ce grand corps une personne qui est haut fonctionnaire. Elle était haute fonctionnaire, une dame qui a exercé cette position pendant plus de 20 ans. Elle était là, payée par vous et moi, pour en fait débaucher des hauts fonctionnaires au profit des entreprises du CAC 40. Et donc elle était là, elle avait son bureau, c'était sa fonction officielle de bureau de placement. Donc, telle entreprise privée, multinationale l'appelait, on a besoin de remplacer notre directeur général, pas de problème, j'ai ma liste avec tous les ingénieurs des mines qui attendent ce coup de fil qui un jour peut-être arrivera pour les placer dans une entreprise du CAC 40. Et donc, voilà, c'est là aussi où va l'argent du contribuable. Sur les recours en justice, on parle pas mal finalement du Conseil d'État dans le livre, parmi de nombreux sujets pas sexy qu'on aborde et qu'on essaie de rendre intéressants. Parce que si on fait un recours par rapport au mauvais usage des deniers publics par McKinsey, à un moment ça arrive au Conseil d'État, dans le meilleur des cas. Et donc le Conseil d'État, il est censé aussi régler les problèmes entre les usagers et l'administration, et des fois on est bien content de filmer.
Par exemple, là, il a rendu un des premiers avis en disant qu'on ne peut pas totalement dématérialiser un certain type de démarche de droit du séjour pour les étrangers. Il faut qu'il y ait aussi un guichet. Donc c'était hyper important, c'est une brèche ouverte sur ces questions-là. Mais pourquoi le Conseil d'État n'est pas toujours du côté des gauchistes ou tout simplement juste des principes du service public là-dessus? Il y a deux raisons. D'une part, il y a ce qu'on disait, c'est qu'ils ont mis en dur dans les lois une partie de ces principes du nouveau management à la public-privé. Et donc typiquement, c'est la loi qui dit vous ne pouvez pas embaucher une personne en plus, même genre un post-doctorant sous-payé pour faire une étude, parce que s'il y a un plafond d'emploi public. Par contre, vous pouvez mettre éventuellement 10 fois plus d'argent pour que McKinsey travaille 3 heures mais fasse un truc sur un papier plus placé, parce que c'est pas le même budget. D'un côté, on paye une prestation, de l'autre, on embauche une personne. Embaucher une personne, c'est mal, payer une prestation, c'est bien. C'est pas forcément ce que pensent les membres du Conseil d'État, mais c'est en dur dans nos lois. Donc le problème, c'est qu'il faut rechanger toutes ces lois-là. Donc c'est un truc. Et l'autre truc, c'est que le Conseil d'État, il est fabriqué à partir de très très hauts fonctionnaires, dans une partie, pantoufle après, etc. Et donc, même quand c'est pas dans leur intérêt personnel et qu'ils restent tout le temps, partagent ces ensembles d'idées dominantes en fait des élites françaises. Et notamment, le Conseil d'État a toujours, même au XIXe siècle, été assez pour concéder les services publics au privé parce que c'est plus efficace. On ne sait pas pourquoi, mais c'est plus efficace. Donc malheureusement, là-dessus, c'est pas forcément super recours, ce qui n'empêche pas d'essayer. Hein. Ça montre toujours qu'il y a une volonté d'agir. Juste un mini-mot. Je pense qu'il faut appréhender les élites, entre guillemets, hein, parce que c'est eux qui se désignent comme ça, hein, les élites qui gouvernent dans la logique de leur concurrence, c'est-à-dire aussi comme des gangs. Ces gens sont des gangs. Certaines sociologies américaines d'ailleurs a travaillé là-dessus, hein, sont des gangs. Alors, ce sont des gangs, et il y en a différents. Il y en a différents, et qui sont plus ou moins en concurrence, mais ils peuvent aussi dealer entre eux sur des dimensions où ils peuvent s'entendre, où ils peuvent, etc., etc. Alors, dans les gangs, il y a les têtes de file, enfin, les mafieux capitaines, quoi. Puis il y a des sous-capitaines, puis il y a des petites mains, puis il y a des informateurs, puis il y a des gens qui peuvent servir, puis il y a, etc. Juste un exemple qui m'avait quand même frappé. Quand le Covid-19, moi je dis le parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant il faut dire là, chaque fois qu'il y a une catastrophe, c'est là. Hein. Donc, quand le Covid-19 était, c'est déclenché un peu fortement, etc. Bon, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, comme beaucoup d'agences régionales de santé, ont été quand même un peu sur le pont, d'autant qu'ils n'avaient rien et qu'il n'y avait plus d'industrie française parce qu'il n'y avait plus. C'était un peu bref. Le directeur général de l'époque a en réalité envoyé une bonne partie des fonctionnaires en télétravail. Un certain nombre sont restés au travail, mais surtout ce qui est très frappant, hein, c'est qu'il a doublé tous les postes, quasiment tous les postes qui étaient des postes d'importance, par des mecs ou des filles à lui, qui venaient du Conseil d'État, qui venaient de la Cour des comptes, qui étaient des gens qui se tapaient des tableaux Excel, etc., pour être sûr que son business, on ne puisse pas, l'échelle du gang un peu plus haut, lui taper sur les doigts. Et avoir des hommes et des femmes de main sur des conseillers d'État parfois qui faisaient des tableaux Excel jusqu'à plus tard de la nuit, qu'aurait pu faire un agent, même, je ne sais pas, une assistante collaboratrice, une secrétaire, aurait peut-être mieux fait, mais faisait recomptait. Non, il fallait que le gang assure. Bien. C'est pas un petit gang, hein, puisque Aurélien Rousseau, puisque c'est de lui dont il s'agit, était secrétaire général adjoint de Matignon sous Valls. Son affaire a bien marché. Hein. Il a eu nombre de publics reportages, autant dire, dans Le Monde, dans Libération. Il est maintenant secrétaire général, et pas adjoint, secrétaire général de la première ministre Elisabeth Borne. Donc, oui, les gangs, ça fonctionne.
Par ailleurs, son épouse était, et je crois est toujours à l'Élysée, en charge des affaires de santé et de la protection sociale.